mon épouse a entendu par hasard ma mère dire à ma sœur, « Prends le homard. Il ne dira rien. Il ne dit jamais rien. » Elle n'était pas censée entendre cela. Quand l'addition est arrivée, mon épouse l'a prise, l'a tendue à ma mère et a dit, « À ton tour. » Je n'ai pas dit un mot. Personne ne nous a appelés pendant 3 mois. Je m'appelle Antoine. J'ai 34 ans, et je dois vous parler du dîner qui a fait exploser toute ma famille. Pas littéralement, évidemment, mais dans tous les autres sens du terme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous donner un peu de contexte, car cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ce sont des années de pression qui se sont accumulées jusqu'à ce que tout éclate sur le parking du restaurant de fruits de mer près de chez mes parents. Enfin, techniquement, ça a commencé à l'intérieur du restaurant, mais nous y viendrons. J'ai grandi dans une famille de 4 personnes. Moi, ma jeune sœur Manon, et nos parents, Philippe et Catherine. Sur le papier, nous étions une famille de banlieue pavillonnaire normale près de Lyon. Belle maison individuelle, 2 voitures, apéro et barbecue de quartier, la totale. Mais si vous regardiez d'un peu plus près, vous remarqueriez quelque chose que j'ai mis un temps embarrassant à voir par moi-même. Tout tournait autour de Manon. Écoutez, je ne dis pas que mes parents ne m'aimaient pas. Je sais qu'ils m'aimaient. Mais il y a une différence entre aimer son enfant et faire de son enfant une priorité. Et Manon a eu les deux. Elle a eu la plus grande chambre même si j'étais l'aîné. Elle a eu une voiture à 18 ans. On m'a dit que je pourrais peut-être économiser pour en avoir une si je prenais des heures supplémentaires au magasin de bricolage où je travaillais après les cours. Quand Manon a voulu faire de la danse, mes parents l'ont conduite à 45 minutes de route, 3 fois par semaine. Quand j'ai voulu faire du foot en club compétitif, ils ont dit que c'était trop cher et trop loin. Je les ai crus, d'ailleurs. Je ne l'ai même pas remis en question. C'est ça le truc quand on est l'enfant qui reçoit le moins. On ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a jamais rien connu d'autre. On pense juste que c'est comme ça que la vie fonctionne. Certains enfants ont les trucs brillants et d'autres les vêtements d'occasion, et il se trouve que vous êtes tombé du côté des vêtements d'occasion de la pièce. Je suis allé dans une université publique, j'ai payé mes propres études grâce à une combinaison de prêts étudiants, d'emplois à temps partiel et d'un semestre où j'ai mangé tellement de pâtes que je suis presque sûr que mon groupe sanguin a changé. Manon est allée dans une université privée, tous frais payés par maman et papa. Je ne l'ai découvert que 2 ans après l'obtention de mon diplôme, d'ailleurs, quand ça a glissé lors d'un repas de famille. Ma mère l'a dit avec tellement de désinvolture, comme si elle me disait quel genre de farce elle avait utilisé. Oh, nous avons couvert les frais de scolarité de Manon pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études. Je suis juste resté là à hocher la tête comme un idiot. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça a toujours été mon rôle dans la famille. Antoine le conciliant. Antoine le mec facile. Antoine qui ne fait jamais d'histoire. Et pendant longtemps, j'ai porté ça comme une médaille d'honneur. Je pensais que le fait d'être peu exigeant faisait de moi un bon fils. Il s'avère que cela a juste fait de moi une cible facile. Après l'université, j'ai décroché un emploi correct dans la logistique. Rien de prestigieux, mais ça payait les factures. J'ai gravi les échelons au fil des ans, j'ai obtenu quelques promotions, et je me suis finalement installé dans un poste confortable de directeur des opérations régionales dans une entreprise de transport. J'ai acheté une petite maison individuelle en banlieue, j'ai conduit une voiture fiable et j'ai vécu selon mes moyens. Pendant ce temps, Manon a enchaîné les carrières comme si elle jouait à une sorte de roulette professionnelle. Merchandising de mode, planification d'événements, immobilier pendant environ 5 minutes, puis un vague truc de consulting qui, pour autant que je puisse en juger, consistait à publier des citations inspirantes sur les réseaux sociaux et à appeler ça une entreprise. À travers tout cela, maman et papa l'ont aidé, un loyer par-ci, un paiement de voiture par-là, un petit quelque chose pour l'aider à traverser une mauvaise passe qui a duré 3 ans. Je n'ai jamais rien dit, pas une seule fois. Puis j'ai rencontré Camille. Camille est le genre de personne qui entre dans une pièce et qui a immédiatement cerné la température de chaque relation en 10 minutes. Elle est vive, elle est drôle, et elle a ce radar pour les absurdités que je n'ai jamais vues chez un autre être humain. Nous nous sommes rencontrés au mariage d'un ami. Elle était la demoiselle d'honneur. J'étais un garçon d'honneur, et elle a passé toute la réception à se moquer de la playlist du DJ avec moi pendant que nous nous cachions derrière une plante en pot, en volant des amuse-gueules. J'ai su que j'allais l'épouser au 3e amuse-gueule volé.
Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans et nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dans un vignoble de la région. Mes parents sont venus, Manon est venue, tout le monde souriait et c'était vraiment agréable. Mais même à mon propre mariage, il y a eu des moments. Ma mère a passé la moitié de la réception à parler de la façon dont Manon se trouvait et à quel point elle était fière du parcours de Manon. Camille l'a remarqué. Elle n'a rien dit sur le moment, mais elle l'a remarqué. Après notre mariage, les choses avec ma famille ont continué comme elles l'avaient toujours fait. Nous allions dîner avec mes parents toutes les quelques semaines. Parfois Manon était là, parfois non. Et à chaque fois, le même schéma se reproduisait. Mes parents choisissaient le restaurant, généralement un endroit sympa mais pas extravagant. Nous commandions tous. Manon commandait tout ce qu'elle voulait, le haut de gamme, les entrées, le dessert, la totale. Et quand l'addition arrivait, mon père me regardait, pas Manon, moi, et je la prenais à chaque fois. Je ne parle pas non plus de la diviser équitablement. Je parle de moi couvrant la totalité. Mes parents, Manon, parfois le petit ami du mois de Manon, ainsi que moi et Camille. Je lâchais 200 €, parfois 300 € pour ces dîners sans cligner des yeux parce que c'est ce que fait Antoine. Antoine paie l'addition. Antoine ne se plaint pas. Antoine est celui sur qui on peut compter. Camille a commencé à remarquer le schéma très tôt. Elle l'abordait doucement au début. Et, tu as remarqué que ton père n'a même pas cherché son portefeuille? Ou Manon a commandé un plat à 40 € et 2 verres de vin et n'a même pas dit merci. Je balayais ça d'un revers de main. Je disais des choses comme « c'est ma famille ». C'est bon. Ou Manon traverse une période difficile. Ou, mon préféré, c'est juste un dîner. Mais ce n'était pas juste un dîner. Ce n'était jamais juste un dîner. C'était un système. Un système où je payais et où tout le monde en profitait. Et personne n'a jamais considéré, pas une seule fois, que cela devrait peut-être fonctionner autrement. Et le pire, c'est que je l'ai laissé faire. Je m'y suis porté volontaire. J'attrapais cette addition comme un réflexe parce qu'au fond de moi, je pensais que si j'arrêtais de payer, ils arrêteraient de m'inviter. Et cette pensée m'effrayait plus que n'importe quel relevé de carte bancaire. Tout cela a changé un jeudi soir d'octobre. Mes parents nous ont invités à dîner dans un restaurant de fruits de mer près de chez eux. Rien d'inhabituel. Camille et moi y sommes allés, sommes entrés, nous sommes assis. Manon était déjà là avec son dernier petit ami, un certain Théo, qui vendait quelque chose dans la technologie et parlait des crypto-monnaies comme si c'était une religion. Mes parents étaient de bonne humeur. Tout le monde discutait. On se serait cru à un dîner de famille normal. Et puis Camille s'est levée pour aller aux toilettes. Elle m'a raconté plus tard ce qui s'était passé. Elle marchait vers le fond du restaurant, devant le bar, quand elle a réalisé qu'elle avait laissé son téléphone sur la table. Elle s'est retournée et était sur le point de revenir quand elle a entendu la voix de ma mère. Claire comme de l'eau de roche. Et ce que ma mère a dit a figé Camille sur place. Prends le homard, Manon. Il ne dira rien. Il ne dit jamais rien. Camille est restée là une seconde, immobile. Elle a dit qu'elle avait eu l'impression que le sol s'inclinait. Ma mère ne chuchotait pas. Elle n'essayait pas d'être sournoise. Elle l'a dit comme on donne la météo à quelqu'un. De manière décontractée, comme un fait établi, comme si c'était la chose la plus évidente au monde que son fils était une carte de crédit sur pattes qui ne protesterait jamais. Camille n'a pas dit un mot. Elle est retournée à la table, s'est assise à côté de moi et m'a serré la main sous la table. Je l'ai regardée, et j'ai vu que quelque chose avait changé. Sa mâchoire était crispée de la façon dont elle le fait quand elle a pris une décision et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Je ne savais pas encore ce qui s'était passé, mais je savais que quelque chose se préparait. Et honnêtement, je n'avais aucune idée à quel point les choses étaient sur le point de changer. Pendant le reste de ce dîner, Camille a été silencieuse. Pas impolie, pas froide, juste silencieuse. Mais je pouvais sentir la tension émaner d'elle comme la chaleur du capot d'une voiture en août. Quelque chose n'allait pas et je n'arrivais pas à comprendre quoi. Pendant ce temps, Manon vivait sa meilleure vie à cette table. Elle a commandé la queue de homard. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle a également commandé une entrée aux crevettes et 2 verres de vin. Théo a pris un plat associant steak et homard qui coûtait plus cher que la mensualité de la voiture de certaines personnes. Mes parents ont commandé modestement, comme ils le faisaient toujours, parce qu'ils savaient qu'ils ne payaient pas.
J'ai commandé du saumon. Camille a commandé une salade. Ça aurait dû être mon premier indice. Camille adore les fruits de mer. Une salade dans un restaurant de fruits de mer était la version d'une pancarte de protestation pour Camille. La conversation ce soir-là était la routine habituelle. Mon père a parlé de ses parties de golf. Ma mère a parlé de son club de lecture. Manon a parlé d'elle-même, ce qui était le sujet préféré de Manon. Elle pensait se lancer dans la décoration d'intérieur maintenant, ce qui nécessitait apparemment une certification en ligne à 3000 € et un voyage à un salon de design à Paris. Elle l'a mentionné avec désinvolture. Comme quelqu'un qui mentionne qu'il va acheter du lait, et ma mère a hoché la tête comme si c'était le changement de carrière le plus raisonnable qu'une personne de 31 ans puisse faire. Antoine, tu devrais aider Manon avec cette certification, a dit ma mère en se tournant vers moi comme si elle me demandait de passer la corbeille à pain. Ce serait gentil de ta part à l'égard de ta sœur. J'ai ouvert la bouche. J'étais sur le point de dire quelque chose. Je ne sais même pas quoi. Probablement bien sûr où on peut en parler ou une autre réponse lâche qui m'aurait coûté 3000 € et un autre morceau de ma dignité. Mais avant que je ne puisse parler, Camille a posé sa main sur mon genou sous la table et a serré fort. Le genre de pression qui dit « n'ose même pas ». C'est un gros investissement, a dit Camille en regardant ma mère. Je suis sûr que Manon a un plan pour savoir comment elle va le financer. La table est devenue silencieuse pendant environ 2 secondes. Ça n'a pas l'air très long, mais croyez-moi, lors d'un dîner de famille, 2 secondes de silence après un commentaire comme celui-là ressemble à une éternité. Ma mère a cligné des yeux. Manon a regardé Camille comme si elle venait de parler une langue étrangère. Mon père s'est soudainement montré très intéressé par sa pomme de terre au four. Eh bien, a dit ma mère, se reprenant rapidement. C'est juste quelque chose à réfléchir. Le reste du dîner s'est bien passé en apparence. Les gens ont mangé, les gens ont parlé, les gens ont fait semblant que ce petit moment n'avait pas eu lieu, mais je pouvais sentir le changement. Camille ne jouait plus le jeu. Elle en avait fini d'être polie à ce sujet. Puis l'addition est arrivée. Le serveur l'a posée au centre de la table, comme ils le font toujours. Et toute la table a fait la chose qu'ils font toujours. Personne n'a bougé. Personne n'a tendu la main pour la prendre. Personne ne l'a même regardée. Ils ont juste continué à parler, continué à rire, continué à exister dans ce monde où quelqu'un d'autre paie toujours la note. Et ce quelqu'un, c'est moi. J'ai commencé à tendre la main vers elle. Par la force de l'habitude. Ma main était à mi-chemin quand Camille a tendu le bras devant moi, a pris l'addition, a regardé le total, l'a fermé et l'a fait glisser sur la table vers ma mère. À ton tour, a dit Camille. 2 mots. C'est tout ce qu'il a fallu. La table entière s'est figée comme si quelqu'un avait appuyé sur pause dans un film. Ma mère a regardé l'addition comme si c'était une grenade dégoupillée. La bouche de Manon s'est grande ouverte. Théo avait l'air de vouloir ramper sous la table. Pardon ? A dit ma mère, et ce n'était pas une question. C'était un défi. L'addition, a dit Camille. Avec un calme olympien. Antoine et moi avons couvert chaque dîner ces 3 dernières années. Je pense qu'il est juste que quelqu'un d'autre prenne le relais. Ma mère m'a regardé. Elle s'attendait à ce que j'intervienne pour arranger les choses, pour faire ce que Antoine fait toujours et rendre la situation acceptable. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté assis là et je n'ai pas dit un mot. Pas parce que j'étais stratégique. Pas parce que j'avais un plan. Je ne pouvais tout simplement pas parler. C'était comme si 34 ans de mots ravalés s'étaient finalement coincés dans ma gorge et que rien ne pouvait passer. Antoine, a dit ma mère, sa voix devenant tranchante. Ce ton qu'elle utilisait quand elle voulait que je rentre dans le rang. Dis à ta femme que ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Camille s'est tournée vers moi. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardé et dans ce regard, il y avait toutes les conversations que nous avions jamais eues à ce sujet. Chaque fois qu'elle avait souligné le schéma et que je l'avais ignoré. Elle me demandait sans mots de quel côté j'étais. J'ai regardé ma mère. Elle a raison, ai-je dit. Nous avons payé chaque dîner depuis que Camille et moi avons commencé à venir. C'est au tour de quelqu'un d'autre. On aurait cru que j'avais annoncé que je rejoignais une secte. Le visage de ma mère est passé par la surprise, la colère, la blessure, puis cette fureur froide et contrôlée que je reconnaissais de mon enfance.
La tête qu'elle faisait juste avant de rester silencieuse pendant des jours. Eh bien, a-t-elle dit en glaçant chaque syllabe. Je ne savais pas que nous tenions les comptes. Nous ne le faisons pas, ai-je dit. C'est bien le problème. Personne n'a tenu les comptes, c'est pourquoi j'ai payé à chaque fois. Manon est intervenue à ce moment-là. Mon Dieu, Antoine. C'est juste un dîner. Ne sois pas dramatique. Et c'est là que quelque chose s'est brisé en moi. C'était peut-être le mot dramatique. C'était peut-être Manon assise là avec un repas à 100 € devant elle. Un repas que j'étais censé payer, me traitant de dramatique. C'était peut-être tout ça. Manon, tu as commandé la chose la plus chère du menu à chaque dîner de famille depuis 3 ans. Et tu n'as pas offert de payer une seule fois, ai-je dit. Pas une seule fois. Tu n'as même jamais dit merci. Manon a regardé ma mère pour avoir du soutien. Ma mère a regardé mon père. Mon père a regardé son assiette. Le pauvre Théo avait l'air de calculer s'il pouvait passer par la fenêtre des toilettes. Antoine, tu nous fais honte, a sifflé ma mère. Paie juste l'addition et on en parlera plus tard. Non, ai-je dit. Et je dois vous dire que ce fut le mot le plus difficile que j'ai jamais prononcé de ma vie. Plus difficile que n'importe quelle présentation que j'ai jamais faite au travail. Plus difficile que n'importe quelle conversation délicate que j'ai jamais eue avec un patron ou un collègue. Parce que dire non à ma mère signifiait dire non au rôle entier que j'avais joué depuis que j'étais enfant. Cela signifiait admettre que le rôle était mauvais et que j'avais eu tort de le jouer. Camille s'est levée. Elle a posé sa main sur mon épaule. Nous allons y aller, a-t-elle dit. L'addition est sur la table. Bonne nuit tout le monde. Nous sommes sortis de ce restaurant et je jure que l'air extérieur avait un goût différent, comme si j'avais respiré à travers un filtre toute ma vie et que quelqu'un venait de l'arracher. Nous sommes montés dans la voiture et y sommes restés assis pendant 1 minute. Camille n'a pas dit, je te l'avais dit. Elle n'a pas exulté. Elle m'a juste tenu la main et m'a laissé digérer. Qu'est-ce que tu as entendu? Lui ai-je demandé, car je savais. Je savais qu'il s'était passé quelque chose quand elle était allée aux toilettes. Elle me l'a dit. Elle m'a dit exactement ce que ma mère avait dit à Manon. Prends le homard. Il ne dira rien. Il ne dit jamais rien. Je suis resté avec ça pendant un long moment, plus longtemps que je n'aurais dû, probablement. Ma propre mère, la femme qui m'a élevé, elle n'acceptait pas seulement que l'on profite de moi. Elle entraînait ma sœur sur la façon de le faire. Elle en était l'architecte. Elle avait construit ce système, l'avait entretenu, et apparemment donné des instructions sur la façon de l'exploiter le plus efficacement possible. Camille nous a ramenés à la maison ce soir-là parce que mes mains tremblaient. Pas de colère, bien qu'il y en ait eu beaucoup. De la réalisation que la famille pour laquelle je m'étais tué à satisfaire n'avait jamais envisagé une seule fois de me rendre l'appareil. J'étais le distributeur automatique sur pattes, celui qui disait toujours oui, le bon fils. Nous n'avons pas eu de nouvelles de mes parents ou de Manon pour le reste de cette semaine. Pas d'appel, pas de message, rien. Juste le silence. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, m'attendant à quelque chose. Des excuses, une explication, même un message vocal de colère. Rien. 1 semaine s'est transformée en 2, 2 se sont transformés en 1 mois, et puis 3. Personne ne nous a appelés pendant 3 mois. J'aimerais dire que j'ai géré ça avec grâce. Ce n'est pas le cas. Ce silence m'a presque brisé, car même si je savais qu'ils avaient tort, il y a une partie de vous qui veut toujours que sa mère appelle. Il y a une partie de vous qui est toujours cet enfant qui veut juste être à la hauteur. Et quand le téléphone ne sonne pas, cet enfant le prend mal. Camille m'a soutenu pendant ces mois. Elle ne m'a pas poussé à les contacter et elle n'a pas dénigré ma famille. Elle a juste continué à être là, à continuer à être stable, à continuer à me rappeler que je n'étais pas fou et que je n'avais pas tort. Et lentement, douloureusement, j'ai commencé à la croire. Ces 3 mois de silence ont été parmi les plus solitaires de ma vie. Et je dis cela en tant que gars qui a déjà passé un été entier à l'université sans amis et avec un climatiseur en panne. Au moins, cet été-là, j'avais un ventilateur de plafond et de mauvaises émissions de télévision. Cette fois, je n'avais rien d'autre que mes propres pensées. Et laissez-moi vous dire qu'elle n'était pas d'une grande compagnie. Le premier mois a été le pire. Je n'arrêtais pas de rejouer le dîner dans ma tête. Pas seulement la confrontation,
mais tous les dîners qui l'ont précédé. Des années de dîners. Je restais éveillé à 2 heures du matin en faisant des calculs dans ma tête, en essayant d'additionner combien j'avais dépensé pour les dîners de famille au cours des 3 dernières années. Estimation prudente, environ 16 000 €. 16 000 € pour des repas où j'étais apparemment le portefeuille désigné pendant que ma mère entraînait ma sœur à commander l'article le plus cher du menu. Ce chiffre m'a empêché de dormir plus de nuits que je ne veux l'admettre. Je suis passé par toutes les étapes. La colère, évidemment. J'étais furieux. Puis la culpabilité, car d'une manière ou d'une autre, mon cerveau avait décidé que j'avais peut-être réagi de manière excessive, que j'aurais peut-être dû simplement payer l'addition et régler le problème en privé. Puis la colère à nouveau quand je me suis souvenu que régler le problème en privé était exactement ce qui m'avait mis dans ce pétrin. Puis la tristesse, une tristesse profonde et lourde qui pesait sur ma poitrine comme un sac de ciment. Camille m'a regardé traverser tout ça, et elle n'a jamais vacillé. Elle rentrait du travail et me trouvait assis sur le canapé à regarder le vide, et elle s'asseyait juste à côté de moi. Parfois elle parlait, parfois non. Un soir, elle est rentrée avec une pizza et 2 bières et a dit « On va regarder le film le plus stupide qu'on puisse trouver, et on ne parlera pas de ta mère. » Nous avons regardé un terrible film d'action où un gars donnait un coup de poing à un hélicoptère, et j'ai ri pour la première fois depuis des semaines. J'ai épousé la bonne personne. Je le sais avec une certitude absolue. Vers la 6e semaine, quelque chose a changé. Je ne peux pas situer le moment exact, mais c'était comme si un brouillard commençait à se dissiper. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les heures, en attendant un appel qui n'allait pas venir. J'ai arrêté de répéter les conversations avec ma mère sous la douche. J'ai commencé à me concentrer sur ce qui était devant moi au lieu de ce qui était derrière moi. Et ce qui était devant moi était en fait plutôt bien. Le travail se passait bien. Mon patron, un gars nommé Christophe, laissait entendre depuis des mois qu'un poste de directeur allait s'ouvrir. L'entreprise étendait ses opérations dans 2 nouvelles régions, et ils avaient besoin de quelqu'un pour superviser la transition. C'était un gros travail. Plus d'argent, plus de responsabilités, plus de visibilité. Le genre d'opportunité qui se présente 1 ou 2 fois dans une carrière si on a de la chance. J'avais hésité à me lancer avant le dîner. En partie parce que j'étais occupé, en partie parce que je n'étais pas sûr d'être prêt, et en partie, pour être honnête, parce que ma famille ne m'avait jamais traité comme le genre de personne qui s'attaque à de grandes choses. Cela semble pathétique quand je le dis à voix haute, mais c'est vrai. Quand on a été le personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre toute sa vie, il est difficile d'auditionner soudainement pour le rôle principal. Mais quelque chose dans ces 3 mois de silence a recablé mon cerveau. Si ma famille n'allait pas me voir, très bien. Je m'assurerai que tout le monde me voit. J'ai dit à Christophe que je voulais le poste de directeur. Il a eu l'air surpris pendant environ une demi-seconde. Puis il a souri et a dit, « Je me demandais quand tu allais enfin le demander. » Il s'avère qu'il attendait que je me manifeste. Il a dit qu'il m'avait recommandé à l'équipe de direction il y a des mois, mais qu'il voulait que je sois celui qui appuie sur la gâchette. Je me suis jeté à corps perdu dans le processus d'entretien. 3 séries d'entretiens, une présentation à l'équipe de direction, un plan stratégique complet pour l'expansion régionale. Camille m'a aidé à pratiquer mes présentations. Elle s'asseyait sur le canapé en jouant le rôle d'un membre sceptique du conseil d'administration, me bombardant de questions tout en mangeant du maïs soufflé. Quel est votre plan d'urgence si la chaîne d'approvisionnement tombe en panne? Demandait-elle la bouche pleine de grains. Aussi, vous dites beaucoup trop eux. Le compte est à 14. J'ai eu le poste. Ils m'ont appelé un mercredi après-midi et je me suis assis dans ma voiture dans le parking pendant 10 minutes à respirer, tout simplement. Pas parce que j'étais submergé, mais parce que pour la première fois de ma vie, quelque chose de grand et de bien était arrivé. Et mon premier instinct n'a pas été d'appeler mes parents. Mon premier instinct a été d'appeler Camille. Et puis mon pote Sébastien, qui était mon meilleur ami depuis le lycée et qui me disait depuis des années que ma famille profitait de moi. Je les ai appelés et ils étaient tous les 2 ravis et c'était suffisant. C'était plus que suffisant. La promotion était accompagnée d'une augmentation significative. Je ne vais pas donner de chiffres exacts parce qu'il ne s'agit pas d'argent, mais disons simplement que Camille et moi sommes passés de confortable à très confortable. Nous avons commencé à parler d'acheter une plus grande maison. Nous avons commencé un véritable plan d'épargne. Nous avons pris des vacances sur la côte, juste nous 2.
Et pour la première fois depuis des années, je n'étais pas en train de calculer mentalement si je pouvais me le permettre après avoir couvert le prochain dîner de famille. Au cours de la même période, j'ai renoué avec des personnes que j'avais laissées s'éloigner. Mon cousin Julien du côté de mon père, qui avait toujours été le mouton noir de la famille pour des raisons que je commençais maintenant à comprendre. Julien avait pris ses distances avec la famille des années auparavant après qu'une dynamique similaire se soit jouée avec ses parents. Il ne m'avait jamais raconté les détails, mais quand je l'ai appelé et que je lui ai dit ce qui s'était passé, il a juste dit « Bienvenue au club, mec ». La vue de l'extérieur est beaucoup plus claire. Julien et sa femme Aurore sont devenus des habitués dans notre vie. Nous dînions les uns chez les autres, allions faire de la randonnée le week-end, des trucs normaux. Et ce qui m'a frappé, c'est à quel point c'était différent. Personne ne tenait les comptes. Personne ne cherchait à avoir un repas gratuit. Nous partagions l'addition où nous nous relayions, et personne ne rendait ça bizarre. C'est comme ça que les familles sont censées fonctionner. Et il m'a fallu 34 ans pour le comprendre. Camille et moi avons également commencé à consulter une thérapeute, pas parce que notre mariage était en difficulté, mais parce que j'avais beaucoup de choses à déballer et que je voulais bien le faire. La thérapeute, une femme nommée Dr Marion, m'a aidé à voir des schémas auxquels j'avais été aveugle toute ma vie. La façon dont mes parents m'avaient conditionné à être le pourvoyeur, le pacificateur, celui qui se sacrifie pour que tout le monde puisse être à l'aise. Elle a appelé cela un rôle fonctionnel et a dit, c'est courant dans les familles où un enfant est l'enfant en or et l'autre est le joueur utilitaire. Vous n'étiez pas valorisé pour qui vous êtes. Elle m'a dit lors d'une séance, vous étiez valorisé pour ce que vous fournissiez. Et quand vous avez arrêté de fournir, ils ont arrêté de s'engager. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur la dynamique. Ça a frappé fort. Ça a frappé fort parce que c'était vrai et parce qu'une partie de moi avait toujours su que c'était vrai, mais n'avait jamais été assez courageuse pour le dire à voix haute. Au 3e mois, j'étais une personne différente. Pas dans le sens d'une métamorphose dramatique de film. J'avais toujours la même apparence, je conduisais toujours la même voiture, je regardais toujours les mêmes films d'action terribles avec Camille le vendredi soir. Mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental avait changé. J'avais arrêté d'attendre la permission pour prendre de la place. J'avais arrêté de m'excuser d'exister. J'avais arrêté de mesurer ma valeur à mon utilité pour des gens qui ne m'ont jamais demandé comment j'allais. J'avais été promu. J'étais en bonne santé. Mon mariage était plus fort que jamais et j'avais des gens dans ma vie qui se souciaient réellement de moi en tant que personne et non en tant que ressource. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais l'impression de me tenir sur un sol solide. Et puis pile au bon moment, ma mère a appelé. C'était un dimanche matin. Camille et moi faisions des crêpes aux myrtilles pour le petit déjeuner, les bonnes, parce que nous avions enfin appris à les faire sans déclencher le détecteur de fumée. Mon téléphone a vibré sur le comptoir et j'ai vu maman sur l'écran, et mon estomac s'est noué comme si j'étais dans des montagnes russes. 3 mois de silence et elle choisit un dimanche matin où je suis couvert de pâte à crêpes. J'ai regardé Camille. Elle m'a regardé. Elle ne m'a pas dit quoi faire. Elle a juste haussé les sourcils d'une manière qui disait, « C'est toi qui vois ». J'ai répondu. « Antoine, a dit ma mère, il faut qu'on parle. » Et à la façon dont elle l'a dit, je pouvais déjà dire que ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas une réconciliation. C'était une convocation. Ma mère n'a pas appelé parce que je lui manquais. Elle a appelé parce qu'elle avait besoin de quelque chose. Je ne savais juste pas encore à quel point ce quelque chose allait être énorme. Ton père et moi voulons inviter tout le monde à dîner, a dit ma mère. Et sa voix avait cette qualité prudente et répétée, comme si elle avait pratiqué cet appel devant un miroir. Ça fait trop longtemps. Vous nous manquez. Elle n'a pas dit qu'elle était désolée. Elle n'a pas reconnu ce qui s'était passé au restaurant. Elle n'a pas mentionné ce qu'elle avait dit à propos du homard. Elle a juste agi comme si 3 mois de silence étaient un conflit d'horaire. Comme si nous avions tous été occupés et, oups, le temps nous a échappé. D'accord, ai-je dit. Quand? Samedi. Ton père veut faire des grillades. Manon sera là. Ce sera sympa. Sympa. Ce mot faisait beaucoup de grosses œuvres dans ma famille. Sympa, c'était comme ça qu'ils appelaient n'importe quel arrangement qui les arrangeait. Nous y serons, ai-je dit. Camille m'a regardé quand j'ai raccroché. Alors, ils veulent qu'on vienne dîner samedi.
Mon père fait des grillades. Est-ce qu'elle s'est excusée? Pas du tout. Camille a hoché la tête lentement. Elle n'était pas surprise. Alors, de quoi s'agit-il vraiment? Je ne sais pas encore, mais c'est quelque chose. J'ai appelé Julien ce soir-là et je lui ai parlé de l'invitation. Il a ri. Pas un méchant rire, juste un rire agacé. 3 mois de silence radio et puis un appel sorti de nulle part. Il s'est passé quelque chose, mec. Soit ils ont besoin d'argent, soit ils ont besoin d'une faveur. Et dans ta famille, ce sont généralement la même chose. J'ai pensé qu'il était cynique. Il était prophétique. Samedi est arrivé et Camille et moi avons conduit jusqu'à la maison de mes parents. Ça faisait bizarre de se garer dans cette allée. Tout avait l'air pareil, mais tout semblait différent parce que j'étais différent. Nous sommes entrés et ma mère m'a serré dans ses bras comme si de rien n'était. Longue étreinte, prise serré, toute la mise en scène. Mon père m'a serré la main. Manon était sur le canapé en train de faire défiler son téléphone. Elle m'a fait un vague signe de la main et a dit « Salut, Antoine ». Théo était parti, apparemment, remplacé par personne, ce qui était probablement une amélioration. La première heure était agressivement normale. Mon père a fait griller des hamburgers. Ma mère a fait une salade de pommes de terre. Tout le monde était agréable, trop agréable, le genre de sympathie qui donne des démangeaisons parce que, vous savez, c'est une performance. Après le dîner, ma mère a suggéré que nous allions à l'intérieur pour le café et le dessert. Elle avait fait un gâteau au citron, qui était mon préféré. Elle n'avait pas fait de gâteau au citron depuis des années. Ce détail a atterri comme une fusée éclairante. Quand ta mère fait soudainement ton dessert préféré après 3 mois passés à faire semblant que tu n'existes pas, ce n'est pas de l'affection. C'est de la stratégie. Nous nous sommes installés dans le salon. Le café a été versé, le gâteau a été distribué, et puis ma mère a posé sa fourchette et a dit « Alors, Antoine, il y a quelque chose dont nous voulions te parler. » Ça y est, ai-je pensé. La maison de ta grand-mère, a dit ma mère, elle va dans une résidence assistée. Sa mémoire empire et il est temps. La famille a décidé de vendre la maison. Ma grand-mère, la mère de ma mère, possédait une maison à environ 2 heures au nord de chez nous. C'était une magnifique propriété. 4 chambres, un grand jardin, une véranda qui fait le tour, située sur environ 2 hectares. Ma grand-mère y avait vécu pendant 40 ans. Je passais mes étés là-bas quand j'étais enfant, à attraper des lucioles et à manger de la pastèque sur la véranda. C'était l'un des rares endroits de mon enfance qui ne gardait que de bons souvenirs. La maison va probablement se vendre pour environ 400 000 €, a dit mon père en utilisant sa voix sérieuse. Après les frais et tout le reste, la succession touchera environ 350 000 €. J'ai hoché la tête, pas sûr de là où ça allait, mais sentant le courant me tirer vers un endroit précis. L'argent de la vente sera divisé entre la famille, a continué ma mère. Ta grand-mère veut que ça aille aux enfants, à moi et à ta tante. Le plan est que j'aurai un tiers, ta tante aura un tiers, et le dernier tiers ira à toi et Manon. Donc, environ 120 000 € partagés entre moi et Manon. 60 000 € chacun. C'est une belle somme d'argent, plus que belle. Mais à la façon dont ma mère tournait autour de ce sujet, je savais que la répartition n'était pas le plan qu'elle avait en tête. Voici le truc, a dit ma mère, et elle s'est légèrement penchée en avant comme si elle était sur le point de partager une confidence. Manon est dans une situation difficile en ce moment. L'histoire de la décoration d'intérieur n'a pas marché et elle est entre 2 choses. Elle a des dettes de carte de crédit et son bail arrive à échéance, et elle va avoir besoin de se remettre sur pied. La main de Camille a trouvé la mienne sur le coussin du canapé. Nous pensions, a dit ma mère, en me regardant avec cette expression prudente, que tu pourrais peut-être laisser Manon prendre une plus grande part de l'héritage. Tu réussis bien, Antoine. Tu as un bon travail, un bon salaire. Tu n'as pas besoin de cet argent comme Manon. Le voilà. 3 mois de silence, un dîner grillé, un gâteau au citron, et toute la mise en scène était un coup monté pour me demander de renoncer à ma part de l'héritage de ma grand-mère pour que Manon puisse se sortir du pétrin dans lequel elle s'était fourrée cette fois-ci. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai juste laissé le silence s'installer. Je pouvais sentir la prise de Camille se resserrer sur ma main, mais elle est restée silencieuse. C'était mon moment. Une plus grande part de combien? Ai-je demandé, en gardant une voix neutre.
Ma mère et mon père ont échangé un regard. Nous pensions que Manon pourrait prendre la totalité du montant, a dit mon père, le tiers entier. Tu te retirerais et la laisserais avoir ta part. 120 000 euros. Il voulait que je donne 120 000 euros à Manon parce qu'elle avait accumulé des dettes de carte de crédit en poursuivant une carrière qui a duré 5 minutes. Il voulait que j'abandonne l'héritage de ma grand-mère, l'argent qu'elle voulait spécifiquement que j'aie, parce que Manon était irresponsable et que j'avais réussi, et dans leur esprit, cela signifiait que je lui devais ça. Puis-je demander quelque chose? Ai-je dit. Ma mère a hoché la tête, l'air plein d'espoir, comme si elle pensait que j'allais accepter. Pourquoi Manon a-t-elle des dettes de carte de crédit? L'espoir s'est estompé. Comment ça? Je veux dire, toi et papa avez payé ses études. Vous l'avez aidé avec le loyer, avec les paiements de la voiture, avec chaque changement de carrière qu'elle a jamais fait. Elle a eu plus de soutien financier que je n'en ai jamais eu. Alors, où est passé l'argent? La pièce est devenue très silencieuse. Manon, qui était assise dans le fauteuil du coin en faisant semblant d'étudier son téléphone, a levé les yeux. Mon père a bougé dans son fauteuil inclinable. L'expression de ma mère s'est durcie. Ce n'est pas juste, Antoine, a dit ma mère, ta sœur a eu un parcours plus difficile que le tien. Comment? Ai-je demandé, et je n'étais pas combatif. Je voulais sincèrement comprendre. Comment son parcours a-t-il été plus difficile? Vous avez payé son école. Vous avez couvert ses dépenses pendant des années. J'ai payé mes propres frais de bout en bout. J'ai mangé des pâtes pendant un semestre parce que je ne pouvais pas m'acheter à manger. Personne n'a offert de m'aider. Tu n'as jamais demandé, a dit ma mère. Et la façon dont elle l'a dit, comme si c'était une défense, comme si mon silence était un consentement, a fait s'enclencher quelque chose dans mon cerveau. Tu as raison, ai-je dit. Je n'ai jamais demandé parce qu'on m'a appris que demander était une faiblesse. On m'a appris à gérer les choses par moi-même, tandis qu'à Manon on a appris que quelqu'un la rattraperait toujours. Et maintenant, tu veux que je la rattrape à nouveau avec les 120 000 euros que grand-mère voulait que j'aie. Ma mère a ouvert la bouche, mais j'ai continué. Pourquoi, maman? Pourquoi ça a toujours été comme ça? J'ai besoin que tu me dises pourquoi Manon a tout et moi j'ai la facture. J'ai besoin de te l'entendre dire. Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste fixé avec ce regard qui était quelque part entre la colère et quelque chose qui aurait pu être de la honte, bien que je n'en sois pas sûr. Mon père s'est raclé la gorge, mais n'a pas parlé. Manon fixait le sol. Je ne renonce pas à ma part, ai-je dit. Grand-mère voulait que j'aie cet argent, et je vais respecter ses volontés. Si Manon a besoin d'aide financière, elle peut l'obtenir de la même manière que moi. Elle peut travailler pour ça. Je me suis levé. Camille s'est levée avec moi. Antoine, ne fais pas ça, a dit ma mère. Ne fais pas exploser cette famille pour de l'argent. Camille s'est retournée au niveau de la porte. Elle a regardé ma mère avec cette expression calme et posée qui, d'une certaine manière, contenait plus d'autorité que n'importe quelle voix élevée ne pourrait jamais en avoir. Catherine, vous avez fait exploser cette famille pour du homard. Antoine ramasse juste enfin les morceaux. Nous sommes partis. Nous sommes rentrés chez nous dans le genre de silence qui n'est pas vide. Il est plein. Plein de tout ce qui vient de se passer, de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a finalement été mis au grand jour. Quand nous nous sommes garés dans notre allée, Camille a éteint la voiture et a dit « Je suis fier de toi ». Et je suis resté assis là, sur le siège passager de ma propre voiture, dans l'allée de la maison que j'ai achetée avec l'argent que j'ai gagné, à côté de la femme qui m'aimait assez pour tendre une addition à ma mère. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti en 34 ans. J'ai eu l'impression d'être à la hauteur. Les retombées de ce deuxième dîner ont été immédiates et bruyantes. Ma mère m'a appelé 3 fois le lendemain. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux allant de la culpabilisation à la menace, en passant par la supplication larmoyante. Parfois les 3 dans le même message. Antoine, ta grand-mère aurait le cœur brisé si elle te voyait agir de cette façon. C'était mon préféré, parce que ma grand-mère était celle qui voulait spécifiquement que j'aie une part de l'argent. Mais bien sûr, maman, dis-moi plus sur ce que grand-mère voudrait. Manon m'a envoyé un message sur le fait que j'étais égoïste, que je ne comprenais pas ce qu'elle traversait, que j'avais toujours été le chanceux parce que tout m'était venu facilement. Tout m'était venu facilement.
Le gars qui a payé lui-même ses études universitaires et couvert les additions des dîners de sa famille pendant 3 ans. Ouais, j'avais la belle vie. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Je n'avais tout simplement plus rien à dire à des gens qui ne pouvaient pas me voir comme autre chose qu'une ressource. Ce que j'ai fait à la place, c'est appeler ma tante Françoise, la sœur de ma mère. Françoise était la personne discrète de la famille, mais elle avait toujours été gentille avec moi. Je lui ai tout raconté. Le dîner, le commentaire sur le homard, les 3 mois de silence, le coup monté. Il y a eu une longue pause. Puis Françoise a dit, « Antoine, je veux te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu l'entendes. Ta grand-mère m'a spécifiquement demandé de m'assurer que ta part te revienne. Elle m'a dit, et je la cite du mieux que je m'en souvienne, « Antoine est celui qui ne demande jamais rien. Assure-toi qu'il reçoive sa part. » J'ai dû poser le téléphone pendant une seconde après ça. Ma grand-mère, qui perdait la mémoire, qui déménageait de la maison où elle avait vécu pendant 4 décennies, avait assez de lucidité pour savoir que sa fille allait essayer de détourner ma part. Elle savait. Elle l'avait toujours su. Françoise m'a dit qu'elle avait déjà parlé au notaire en charge de la succession et confirmé que la répartition de l'héritage était documentée. Ce n'était pas juste un accord verbal. Ma grand-mère l'avait mis par écrit quand elle a mis à jour son testament il y a 2 ans. 1 tiers pour ma mère, 1 tiers pour Françoise, et 1 tiers partagé équitablement entre moi et Manon. 60 000 € chacun. Juridiquement contraignant. Ta mère peut demander, a dit Françoise, mais elle ne peut pas prendre, et je ne la laisserai pas te mettre la pression. Que Dieu bénisse tante Françoise. Elle était le membre de la famille dont je ne savais pas que j'avais besoin. Armé de cette information, j'ai consulté un avocat. Un gars nommé Thomas a confirmé que le testament de ma grand-mère était solide. Ma part était la mienne. Personne ne pouvait la modifier légalement sans mon consentement. Il a également mentionné que si mes parents essayaient d'exercer une influence indue sur ma grand-mère pour modifier le testament, surtout compte tenu de son déclin cognitif, cela pourrait constituer un abus de faiblesse envers une personne vulnérable. J'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Une semaine plus tard, mon père a appelé. Antoine, ta mère est très contrariée. Toute cette situation a été difficile pour elle. Ça a été difficile pour moi aussi, papa. 3 mois sans aucun contact, et ensuite la seule raison pour laquelle vous me contactez est pour me demander de renoncer à mon héritage. Ta sœur a besoin d'aide. Alors aide-la. Vous l'avez aidée pendant toute sa vie. Pourquoi est-ce que ça doit venir de moi? Parce que tu es dans une meilleure position. Je suis dans une meilleure position parce que j'ai travaillé pour ça. Personne ne m'a rien donné. Et la seule fois où l'on me donne quelque chose, vous voulez que je le cède? Il a fait une pause. Ta mère parle de ne pas t'inviter pour Noël. J'ai failli rire. Papa, tu ne m'as pas appelé pendant 3 mois parce que Camille a tendu l'addition d'un restaurant à maman. Une menace sur Noël ne marchera pas sur moi. Il n'avait pas de réponse. La réaction de Camille quand je lui ai raconté, nous aurons notre propre Noël. Je ferai la dinde. Ce sera mieux. Elle avait raison. La maison a été vendue 6 semaines plus tard pour 415 000 €. Après les frais et les frais de clôture, ma part s'élevait à 62 000 €. Le chèque est arrivé un vendredi. Je me tenais dans ma cuisine en le tenant, et j'ai été ému. Pas à cause de l'argent, parce que ma grand-mère s'était assurée que je sois inclus. Elle m'avait vu, même quand mes propres parents ne le pouvaient pas. J'ai mis l'argent dans une combinaison d'épargne et d'investissement. Camille et moi en avons utilisé une partie comme apport supplémentaire lorsque nous avons acheté notre nouvelle maison quelques mois plus tard, pour ses chambres, un jardin, une véranda. Elle me rappelait un peu la maison de ma grand-mère, et je pense qu'elle l'aurait adorée. Manon a eu ses 62 000 € aussi. D'après Françoise, tout a disparu en 4 mois. Dette de carte de crédit, arriéré de loyer, une caution pour un nouvel appartement, et je ne plaisante pas, un voyage à Paris pour ce salon de design dont elle parlait depuis des mois. 62 000 € envolés. Et puis elle est revenue à la case départ, appelant mes parents pour demander de l'aide. Mes parents la lui ont donnée, bien sûr. Ils ont puisé dans leurs économies de retraite pour couvrir le loyer de Manon pendant encore 6 mois. Mon père en a parlé à ma tante Françoise, cherchant probablement de la sympathie, et Françoise me l'a dit. Je ne me suis pas senti suffisant. Je me suis juste senti fatigué.
Fatigué de voir le même cycle se répéter avec ma famille alors que je restais à l'extérieur. Comprenant enfin que le cycle n'avait rien à voir avec moi. Cela fait environ 8 mois que tout cela s'est passé. Voici où en sont les choses. Mes parents et moi avons une relation, mais ce n'est plus ce que c'était. Nous nous parlons au téléphone peut-être une fois par mois. Des appels brefs, des choses superficielles. Ma mère ne s'est excusée pour rien de tout cela. Ni pour le commentaire sur le homard. Ni pour la tentative d'accaparement de l'héritage, ni pour les 3 mois de silence. Je ne pense pas qu'elle le fera jamais, et j'ai fait la paix avec ça. Je n'ai pas besoin de ses excuses pour savoir que j'ai fait ce qu'il fallait. Manon et moi ne nous parlons pas vraiment. Elle m'a envoyé un message d'anniversaire accompagné d'un emoji représentant un gâteau. J'ai répondu merci. Ça se limite à peu près à ça. Je ne déteste pas ma sœur. J'ai pitié d'elle, honnêtement. Elle a été préparée à l'échec. Mes parents ont créé une personne qui ne peut pas prendre soin d'elle-même et ont ensuite fait semblant d'être surpris quand elle n'a pas pu prendre soin d'elle-même. Manon est un produit de leur système, tout comme je l'étais. La différence, c'est qu'elle a eu le rôle confortable et que j'ai eu le rôle utile. Camille et moi allons très bien, mieux que très bien. La nouvelle maison est tout ce que nous voulions. Mon travail se passe bien. Je suis en lice pour une autre promotion l'année prochaine. Nous parlons de fonder une famille, ce qui est terrifiant et excitant à parts égales. Camille dit qu'elle veut donner le nom de ma grand-mère à notre premier enfant. Je lui ai dit que c'était la meilleure idée qu'elle ait jamais eue, et elle a répondu que c'était la deuxième meilleure. La première était de tendre cette addition à ma mère. Elle n'a pas tort. Julien et Aurore font toujours partie de nos vies, et tante Françoise est devenue quelqu'un à qui je parle régulièrement. Elle descend nous rendre visite, apporte une tarte maison et me raconte des histoires sur ma grand-mère que ma mère n'a jamais pris la peine de partager. Je suis en train de construire une famille autour de moi. Pas celle dans laquelle je suis né, mais celle que j'ai choisie. Et il s'avère que celle que l'on choisit peut être tout aussi réelle, tout aussi forte, et beaucoup plus saine. Je repense parfois à cette nuit au restaurant. Que se serait-il passé si Camille n'avait pas entendu ma mère? Est-ce que je continuerais à payer chaque addition? Probablement. Et cette pensée m'empêche parfois de dormir. Pas de la colère, pas du ressentiment, juste la réalisation de la vitesse à laquelle j'ai failli passer toute ma vie à être utilisé par des gens qui étaient censés m'aimer inconditionnellement. Mais Camille l'a entendu. Elle a fait quelque chose à ce sujet. Et puis j'ai fait quelque chose à ce sujet. Et me voici maintenant dans une maison que j'ai achetée avec mon propre argent et un peu d'aide d'une grand-mère qui savait que je méritais mieux, mariée à une femme qui a vu ce que je ne pouvais pas voir et m'a aimé assez pour me le montrer. Ma mère avait raison sur une chose, cependant. Je n'ai jamais rien dit. Pas pendant 34 ans. Mais quand je l'ai finalement fait, ça a tout changé. Commentaire, je tenais à partager avec vous ce qui m'a profondément touché dans cette histoire. Parfois, poser des limites est le plus grand acte de respect envers soi-même. La gentillesse ne doit jamais nous coûter notre dignité ni notre paix intérieure. Apprendre à dire non est une forme d'amour que l'on se doit à soi-même. La guérison est un chemin lent, mais chaque pas nous rapproche d'une vie plus authentique. Nous sommes les seuls responsables de la qualité des relations que nous acceptons. Entourez-vous de personnes qui valorisent vraiment qui vous êtes, et non ce que vous leur apportez. Choisir la paix n'est pas une fuite, c'est une force profonde et tranquille. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres relations et à ce que vous méritez vraiment. Je vous souhaite sincèrement de trouver ce courage et surtout cette sérénité. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.